Bonjour à tous, je reprends là où j'en étais la dernière fois pour Twilight, premier tome, Fascination. Je vais vous lire un maximum de chapitres. Par souci de droit d'auteur, je n'en lirai pas plus, comme je l'avais expliqué précédemment dans la vidéo de Né à minuit, partie 2. Je compte vous faire découvrir plus d'un tome tel que celui-ci. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous continuerez à apprécier ce que je fais. Je dormis mal cette nuit-là, bien que j'eusse pleuré. Les claquements permanents des gouttes et du vent sur le toit refusaient de s'estomper en simple bruit de fond. Je ramenai le vieux couvre-lit délavé sur ma tête et ajoutai plus tard l'oreiller. Rien n'y fit. Je ne m'assoupis pas avant minuit lorsque la pluie finit par se transformer en un crachat étouffé. Au matin, ma fenêtre m'offrait pour seul spectacle un épais brouillard et une sensation de claustrophobie grimpa sournoisement en moi. On ne voyait jamais le ciel ici. C'était comme d'être en cage. Le petit déjeuner en compagnie de Charlie se déroula en silence. Il me souhaita bonne chance pour le lycée. Je le remerciai, consciente de la vanité de ses bonnes paroles. La chance avait tendance à me fuir. Charlie se sauva le premier vers le commissariat. Son épouse, sa famille. Une fois seule, je restai assise sur l'une des 3 chaises dépareillées qui entouraient l'ancienne table carrée en chêne et examinai la minuscule cuisine aux murs palissés de bois sombre, au placard jaune vif et au sol couvert de lino blanc. Rien n'avait changé. C'était ma mère qui avait peint les menuiseries 18 ans plus tôt, tentative dérisoire d'amener un peu de soleil dans la maison. Sur le manteau de la petite cheminée du salon adjacent, pas plus grand qu'un mouchoir de poche, se trouvait une rangée de photos. Une du mariage de Charlie et René à Las Vegas, puis une de nous 3 à la maternité après ma naissance, prise par une infirmière serviable, suivie de la ribambelle de mes portraits d'école, y compris celui de l'année précédente. Ces derniers m'embarrassèrent. Il faudrait que j'en touche un mot à Charlie pour qu'il les mette ailleurs, au moins tant que je vivrais chez lui. Il m'était impossible dans cette maison d'oublier que mon père ne s'était pas remis du départ de maman. J'en éprouvais un certain malaise. Je ne tenais pas à arriver trop tôt au lycée, mais je ne supportais pas de rester ici une minute de plus. J'enfilai mon coupe-vent, qui me fit l'effet d'avoir été tissé dans un composant dangereux pour l'homme, et sortis. Il brûlait encore, pas de quoi me tremper néanmoins pendant les quelques minutes où j'attrapais la clé toujours cachée sous l'avant-toit de la porte et verrouillais celle-ci. Mes nouvelles bottes imperméabilisées jointaient d'une façon agaçante. Les craquements habituels du gravier sous mes pas me manquaient. Je n'eus pas l'occasion d'admirer ma camionnette tout mon temps. J'avais trop hâte d'échapper à la brume humide qui virevoltait autour de ma tête et s'accrochait à mes cheveux en dépit de ma capuche. L'habitacle était agréablement sec. Billy ou Charlie avaient apparemment fait un brin de ménage, même si les sièges capitonnés marron clair sentaient encore un peu le tabac, l'essence et la menthe poivrée. À mon grand soulagement, le moteur réagit au quart de tour, mais bruyamment, rugissant à l'allumage avant de tomber dans un ralenti assourdissant. Pas un véhicule aussi antique ne pouvait être parfait. La radio antédiluvienne fonctionnait. Une heureuse surprise. Bien que je n'y eusse jamais mis les pieds, trouver le lycée fut un jeu d'enfant. Comme la plupart des autres édifices officiels locaux, il était situé le long de la 4 voies. À première vue, il n'avait rien d'un établissement scolaire. Seul le panneau annonçant sa fonction m'incita à m'arrêter. On aurait dit une série de maisons identiques construites en briques Bordeaux. Il était noyé au milieu de tant d'arbres et d'arbustes que j'eus d'abord du mal à en mesurer l'étendue. Où était passée la solennité de l'institution, me demandai-je avec nostalgie. Où avaient disparu les clôtures grillagées et les détecteurs de métaux? Je me garai devant le premier bâtiment qui arborait au-dessus de sa porte un écriteau marqué « Accueil ». Il n'y avait aucune autre voiture, d'où je conclus que le stationnement était interdit. Mieux valait cependant demander un plan à l'intérieur plutôt que de tourner en rond sous la pluie comme une idiote. Quittant à regret la cabine surchauffée, je remontai un étroit chemin pavé, bordé de haies sombres. Je pris une profonde inspiration avant d'entrer. L'intérieur était brillamment éclairé et plus chaleureux que je l'avais prévu. Le bureau n'était pas vaste. Une salle d'attente exiguë, avec des chaises pliantes capitonnées, une moquette mouchetée, orange et de mauvaise qualité, des murs surchargés d'avis et de trophées, une grosse pendule bruyante. Des plantes poussaient à profusion dans de grands pots en plastique, à croire qu'il n'y avait pas assez de verdure dehors. La pièce était coupée en 2 par un long comptoir qu'encombraient des
3 bureaux, dont l'un réservé à une matrone à lunettes et cheveux rouges. Elle portait un t-shirt violet qui me donna aussitôt le sentiment d'être sur mon 31. La femme à la crinière flamboyante leva la tête. « Je peux t'aider ? Je m'appelle Isabella Swan, l'informai-je. » Immédiatement, un éclat alluma son œil. Elle était au courant, j'étais attendue. Un sujet de ragot à n'en pas douter. La fille enfin rentrée au bercail de l'ex-épouse volage du chef. Ah oui, acquiesça-t-elle. Elle fouilla dans une pile dangereusement instable de papier jusqu'à dénicher ceux qu'elle cherchait. Voici ton emploi du temps et un plan du lycée. Elle m'apporta plusieurs feuilles et m'indiqua l'emplacement de mes classes, surlignant les chemins les plus rapides. Elle me donna aussi une fiche à faire signer par chaque professeur et m'avertit que j'étais priée de la lui rapporter en fin de journée. Avec un sourire, elle émit comme Charlie le vœu que je me plusse à Forks. Je lui répondis par le rictus le plus convaincant à ma disposition. Lorsque je regagnai la Chevrolet, d'autres élèves avaient commencé à arriver. Suivant la file des véhicules, je contournais le lycée. Je constatai avec plaisir que la plupart des voitures étaient plus vieilles que la mienne. Rien ne tape à l'œil. À Phoenix, j'avais vécu dans un des rares quartiers modestes ponctuant le district de Paradise Valley. Il n'était pas rare de voir une Mercedes ou une Porsche flambant neuve sur le parking. Ici, la plus belle voiture était une Volvo rutilante et elle détenait. Malgré tout, je coupais le contact dès que j'eus trouvé une place histoire de ne pas trop attirer l'attention par mes pétarades. Avant de descendre, j'essayais de mémoriser mon plan afin de ne pas devoir le sortir à tout bout de champ au vu de tous. J'enfouis ensuite les papiers dans mon sac, mis ce dernier sur mon épaule et respirai un grand coup. « Tu peux le faire », me mentis-je sans beaucoup de conviction. « Personne ne va te mordre. » Sur ce, je soufflai et m'extirpai de l'habitacle. Prenant soin de dissimuler mon visage sous ma capuche, j'empruntai le trottoir bondé d'adolescents. Ma veste noire unie se fondait dans la masse, ce qui me soulagea. Une fois que j'eus dépassé la cantine, je dénichai le bâtiment 3 sans difficulté. Un gros chiffre noir était peint sur fond blanc à l'un des angles de l'édifice. Au fur et à mesure que je m'en rapprochais, je sentais mon pouls s'accélérer de façon désordonnée. Je franchis la porte derrière 2 imperméables unisexes en tâchant de contrôler ma respiration. La salle de classe était modeste. Les élèves qui me précédaient s'arrêtèrent sur le seuil pour suspendre leur manteau à une longue rangée de patères. Je les imitais. C'étaient 2 filles, une blonde à peau de porcelaine, l'autre également pâle avec des cheveux châtain clair. Au moins je ne serais pas la seule ici à être blanche comme un lavabo. J'allais porter ma fiche de présence au prof, un grand homme au front dégarni dont le bureau portait une plaque l'identifiant comme Monsieur Mazon. En voyant mon nom, il me dévisagea bêtement. Une réaction pas très encourageante, et bien sûr, je rougis comme une pivoine. Sans prendre la peine de me présenter aux autres, il finit par m'envoyer à un pupitre vide au fond de la classe. À cette place, il était plus difficile à mes nouveaux camarades de me reluquer, ce qui ne les dissuada pas pour autant. Je gardais les yeux baissés sur la bibliographie que le prof m'avait remise. Guerre originale, Bronte, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. J'avais déjà tout lu, ce qui était à la fois réconfortant et ennuyeux. Je me demandais si ma mère accepterait de m'expédier mon classeur de vieilles dissertations ou si elle considérerait ça comme de la triche. Pendant que M. Mason ronronnait, je passais en revue différents scénarios de dispute avec elle. Quand la sonnerie, espèce de bourdonnement nasal, se fit entendre, un boutonneux dégingandé, aux cheveux aussi noirs qu'une nappe de pétrole, se pencha depuis la rangée de tables voisines pour me parler. « Tu es Isabella Swan, hein ? Le prototype du joueur d'échecs excessivement serviable. » « Bella, le corrigai-je. » Tous ceux qui étaient assis dans un rayon de 3 chaises se retournèrent pour me lorgner. « Quel est ton prochain cours ? » demanda-t-il. Je dus vérifier dans mon sac. Civilisation avec Jefferson. Bâtiment 6. J'étais cerné de tous côtés par des regards avides. « Je vais au 4, je peux te montrer le chemin. » Décidément trop obligeant. « Je m'appelle Eric. »« Merci, » répondis-je avec un sourire timide. Enfilant nos vestes, nous sortîmes sous la pluie qui avait repris de plus belle. J'aurais juré que plusieurs personnes marchaient suffisamment près de nous pour entendre ce que nous disions. Je devenais paranoïaque, il fallait que je me surveille. « Alors, c'est drôlement différent de Phoenix, hein ?» s'enquit Eric. « En effet, il ne pleut pas beaucoup là-bas, non ? 3 ou 4 fois l'an. La vache, ça doit être bizarre, juste ensoleillé. Tu n'es pas très bronzé. Ma mère est albinos. » Il me dévisagea avec une telle stupeur matinée de frayeur que je soupirai. Apparemment, nuages et sens de l'humour étaient incompatibles. Encore
encore quelques mois de ce régime-là et j'oublierai comment manier le sarcasme. Contournant la cafétéria, nous nous dirigeâmes vers les bâtiments sud, près du gymnase. Eric se donna la peine de m'accompagner jusqu'à la porte, alors que celle-ci était visible à des kilomètres. « Eh bien, bonne chance !» me lança-t-il au moment où j'attrapais la poignée. « Nous aurons peut-être d'autres cours ensemble », ajouta-t-il plein d'espoir. Je lui adressai un hochement de tête vaguement aimable et entré. Le reste de la matinée se déroula grosso modo de la même façon. Mon prof de maths, M. Warner, que j'aurais de toute manière détesté rien qu'à cause de la matière qu'il enseignait, fut le seul qui m'obligea à me planter devant la classe pour me présenter. Je balbutiais, piquais un phare et trébuchais sur mes propres chaussures en allant m'asseoir. Au bout de 2 heures de cours, j'étais capable de reconnaître quelques visages. Chaque classe avait toujours son courageux pour entamer la conversation et me demander mes impressions sur Forks. Je m'essayais à la diplomatie, mais pour l'essentiel, je mentis. Avantage, je n'eus pas une seule fois besoin de mon plan. Une fille s'assit à côté de moi en maths et en espagnol, et c'est ensemble que nous gagnâmes la cantine à midi. Elle était frêle, largement plus petite que mon mètre 63, mais sa masse de boucles brunes compensait notre différence de taille. Son prénom refusant de s'inscrire dans mon cerveau, je me contentais d'acquiescer à son verbiage sur les profs et les cours, un RPA sur le visage. Je ne tentais même pas de suivre la conversation. Nous nous installâmes au bord d'une table ronde et elle m'introduisit auprès de quelques-unes de ses amies dont j'oubliais les noms au fur et à mesure qu'elle les énonçait. Elle paraissait impressionnée par l'audace dont elle faisait preuve en m'adressant la parole. De l'autre côté de la salle, le garçon de mon cours d'anglais, Eric, m'adressa de grands signes du bras. C'est là, en pleine cantine, alors que je m'efforçais de discuter avec des inconnues indiscrètes, que je les vis pour la première fois. Ils étaient assis dans un coin, aussi loin que possible du milieu de la longue pièce où je me trouvais. Ils étaient 5. Ils ne parlaient pas, ne mangeaient pas, bien qu'ils eussent tous un plateau intact devant eux. Contrairement à la plupart des élèves, ils ne me guignaient pas, et il me fut aisé de les observer sans risquer de rencontrer une paire d'yeux exagérément curieux. Ce ne fut cependant rien de tout cela qui attira et retint mon attention. Ils n'avaient aucun trait commun. L'un des 3 garçons, cheveux sombres et ondulés, était massif, musclé comme un type qui soulève de la fonte avec acharnement. Le deuxième, blond, était plus grand, plus élancé, mais bien bâti. Le dernier, moins trapu, était long et mince, avec une tignasse désordonnée couleur cuivre. Il avait l'air plus gamin que les 2 autres, lesquels évoquaient moins des lycéens que des étudiants de fac, voire des enseignants. Les filles étaient à l'opposé l'une de l'autre. La grande était hiératique. Elle avait une silhouette magnifique, comme celles qui font la couverture du numéro spécial maillot de bain de sport Illustrated, du genre qui amène chaque femme, se retrouvant à côté d'elle, à douter de sa propre beauté. Sa chevelure dorée descendait en vagues douces jusqu'au milieu de son dos. La petite, mince à l'extrême, fine, rappelait un lutin. Ses cheveux noirs corbeaux coupés très courts pointaient dans tous les sens. Et pourtant, ces 5-là se ressemblaient de façon frappante. Ils étaient d'une pâleur de craie, plus diaphane que n'importe quel ado habitant cette ville privée de soleil, plus clair que moi, l'albinos. Tous avaient les yeux très sombres en dépit des nuances variées de leurs cheveux. Ils présentaient également de larges cernes sombres, violets, pareils à des hématomes, comme s'ils souffraient d'insomnie ou relevaient à peine d'une fracture du nez, bien que celui-ci, à l'instar de tous leurs traits, fût droit, parfait, aquilin. Mais ce n'était pas ça non plus qui me fascina en eux. Ce furent leurs visages si différents et si semblables d'une splendeur inhumaine et dévastatrice. De ces visages qu'on ne s'attend jamais à rencontrer, sauf éventuellement dans les pages coiffures d'un magazine de mode ou sous le pinceau d'un maître ancien ayant tenté de représenter un ange. Il était difficile de déterminer lequel était le plus sublime, la blonde sans défaut ou le garçon aux cheveux cuivrés peut-être. Tous les 5 avaient le regard éteint. Ils ne se regardaient pas, ne regardaient pas leurs condisciples, ne regardaient rien de particulier pour autant que je puisse en juger. Soudain, la plus petite des filles se leva et s'éloigna de ces grandes enjambées rapides et élégantes qui n'appartiennent qu'aux mannequins. Je la suivis des yeux ébahis par sa démarche gracile de danseuse, jusqu'à ce qu'elle se fût débarrassée de son plateau, canette non ouverte, pomme non entamée et glissée par la porte de derrière incroyablement vite. Je revins aux autres, ils n'avaient pas bronché. « Qui sont ces gens ?» demandai-je à ma voisine dont le nom m'échappait toujours.
sûrement deviné rien qu'à mon ton. Il leva brusquement la tête, le plus mince, le gamin, le benjamin sans doute. Il s'attarda moins d'une seconde sur ma collègue d'espagnol avant de m'aviser. Il détourna les yeux rapidement, plus vifs que moi, alors que, soudain très gêné, j'avais aussitôt baissé les miens. L'espace de ce bref instant, j'avais cependant eu le temps de noter que ses traits n'exprimaient aucun intérêt. C'était comme si mon interlocutrice l'avait ailé et qu'il avait réagi instinctivement, sachant pourtant qu'il n'avait aucune intention de lui répondre. Confuse, ma voisine rigola et, comme moi, se concentra tout à coup sur ses ongles. Édouard et Emmett Cullen, Rosalie et Jasper Hall, récita-t-elle. Celle qui est partie, c'est Alice Cullen. Ils vivent avec le docteur Cullen et sa femme. Tout cela dans un souffle. Je jetai un coup d'œil à la dérobée en direction de l'Apollon qui, maintenant, s'intéressait à son plateau, réduisant en charpie un beignet avec ses longs doigts pâles. À peine entr'ouverte sa bouche admirable remuait à toute vitesse. Ces trois commensaux l'ignoraient, mais il ne me fut pas difficile de deviner qu'il leur parlait à voix basse. Des prénoms étranges et rares, songeai-je, datant de la génération de nos grands-parents, à moins qu'ils ne fussent en vogue dans ces contrées. Je finis par me souvenir que ma voisine s'appelait Jessica, un prénom des plus communs. À Phoenix, j'en avais eu 2 en cours d'histoire. Ils sont pas mal du tout. Cette litote des plus flagrantes eut du mal à franchir mes lèvres. Tu m'étonnes, s'esclaffa Jessica. Oublie, ils sont en couple, du moins Emmett et Rosalie, Jasper et Alice, et ils vivent ensemble. Sa voix dénotait à la fois l'étonnement et la condamnation typique d'une petite ville, pensai-je avec dédain. Pour être honnête, je devais cependant admettre que même à Phoenix, la situation aurait provoqué des commérages. Lesquels sont les Cullen? Ils n'ont pas l'air d'être de la même famille. Ils ne le sont pas. Le docteur a la petite trentaine, il les a adoptés. Les Hall, les blonds, eux, sont frères et sœurs jumeaux, placés en famille d'accueil. Ils ne sont pas un peu vieux pour ça? Je sais pas. Ils ont 18 ans, mais ils habitent avec Madame Cullen depuis qu'ils en ont 8. Elle est leur tante, genre. C'est vraiment sympa de la part des Cullen, s'encombrer aussi jeune d'autant de gamins. Ouais, j'imagine, admit Jessica avec réticence. J'ai l'impression que, pour une raison quelconque, elle n'aimait pas beaucoup le couple. Vu les regards qu'elle lançait à leur rejeton, j'en conclus que c'était par jalousie. Je crois bien que Madame Cullen ne peut pas avoir d'enfant, précisa-t-elle, comme si cela contrebalançait leur générosité. Tout en conversant, je ne cessais d'épier furtivement mes surprenants condisciples. Eux continuaient à contempler les murs sans manger. Ils ont toujours vécu à Forks, demandai-je. Auquel cas j'aurais dû les remarquer pendant l'un de mes séjours estivaux. Non, répondit Jessica d'une voix sous-entendant que ça aurait dû être évident, même pour une fille fraîchement débarquée comme moi. Ils ont déménagé il y a 2 ans d'Alaska. J'éprouvai un élan de compassion, puis de soulagement. De compassion parce que, aussi beaux fussent-ils, ils restaient des étrangers rejetés par leur père. De soulagement parce que je n'étais finalement pas la seule nouvelle et surtout pas la plus captivante. Tout à coup, le plus jeune d'entre eux, un des Cullen, plongea les yeux dans les miens. Son expression était cette fois celle d'une franche curiosité. Je me dérobai vivement, mais pas avant d'avoir décelé en lui une sorte d'espérance à laquelle je n'avais pas de réponse. Qui c'est ce garçon aux cheveux blonds roux, m'enquis-je. Mine de rien, je constatai qu'il poursuivait son examen de moi. Contrairement aux autres élèves, il ne se montrait pas indiscret au point d'être impoli. En revanche, ses traits étaient empreints d'une sorte de frustration que je ne compris pas. Je baissai la tête. Édouard, il est superbe, mais inutile de perdre ton temps. Apparemment, aucune des filles d'ici n'est assez bien pour lui. Jessica renifla avec une telle rancœur que je me demandais quand il avait réussi ses avances. Je me mordis les lèvres pour cacher mon sourire avant de m'intéresser de nouveau à eux. Édouard avait beau s'être détourné, il me sembla bien que sa joue tressaillait comme si lui aussi avait étouffé un rire. Quelques minutes plus tard, tous les 4 se levèrent d'un même mouvement. Ils étaient d'une grâce remarquable, y compris le costaud. C'en était dégoûtant. Édouard ne me prêtait plus aucune attention. Je restai en compagnie de Jessica et de ses amis plus longtemps que je l'aurais voulu, alors que je ne tenais pas à arriver en retard à l'un de mes cours en ce premier jour. Une de mes nouvelles connaissances qui prévenante me rappela son prénom, Angela. Avec classe en biologie avancée avec moi dans l'heure qui suivait. Nous nous y rendîmes ensemble en silence. Elle aussi était réservée. Quand nous entrâmes dans le labo, Angela fila s'installer derrière une paillasse exactement identique à celle dont j'avais eu l'habitude en Arizona. Elle avait déjà une voisine attitrée,
D'ailleurs, toutes les tables étaient occupées sauf une dans l'allée centrale. Je reconnus Edward Cullen, à ses cheveux extraordinaires, assis à côté de l'unique tabouret libre. Pendant que j'allais me présenter au prof et faire signer ma fiche, je l'observais en catimini. Au moment où je passais devant lui, il se raidit sur son siège et me toisa. Son visage trahissait cette fois des émotions surprenantes, hostilité et colère. Choqué, je m'esquivai rapidement en m'empourprant. Je trébuchai sur un livre qui traînait et dut me rattraper à une table. La fille qui y était assise bouffa. Les yeux d'Édouard étaient d'un noir d'encre. Monsieur Banner paraphama ma feuille de présence et me tendit un manuel sans s'embarrasser de politesse inutile. Je pressentis que lui et moi allions nous entendre. Naturellement, il n'eut d'autre choix que de m'envoyer à la seule place vacante. Je m'y rendis, regard rivé sur le plancher, encore stupéfaite par l'hostilité de mon futur voisin. J'eus beau garder profil bas, quand je posai mes affaires sur la paillasse et m'assis, je vis du coin de l'œil Édouard changer de posture et s'éloigner, se pressant à l'extrême bord de son tabouret, la figure de pied, comme s'il tâchait de fuir une mauvaise odeur. En douce, je reniflai mes cheveux. Ils sentaient la fraise, parfum de mon shampoing préféré, un arôme plutôt innocent. Je m'abritai derrière la tenture de mes cheveux et m'efforçai de suivre la leçon. Malheureusement, elle portait sur l'anatomie cellulaire, un sujet que j'avais déjà étudié. Je pris néanmoins des notes avec application, le nez collé à mon cahier. Malgré moi, je revenais sans cesse à mon étrange partenaire de labo. Pas un instant, il ne se détendit, ni ne se rapprocha. La main posée sur sa jambe gauche serrée formait un point où se dessinaient les tendons sous la peau blême. Elle non plus ne se relâcha pas. Les manches longues de sa chemise blanche relevées jusqu'au cou dévoilaient des avant-bras étonnamment fermés et musclés. Il ne paraissait plus aussi fluet loin de son robuste frère. Le cours sembla s'éterniser. Était-ce parce que la journée touchait à sa fin ou parce que j'attendais que ce point se relaxe? En tout cas, cela ne se produisit pas. Édouard ne broncha pas. On aurait dit qu'il ne respirait pas. Qu'avait-il? Ce comportement était-il habituel? Je revis mon jugement quant à l'amertume de Jessica. Elle n'était peut-être pas aussi aigrie que je l'avais supposé. Cela n'avait rien à voir avec moi sûrement. Il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Je me permis un nouveau coup d'œil, ce que je regrettais aussitôt. Il me contemplait de ses prunelles noires qui exprimaient une réelle répulsion. Je tressaillis et revins à mon livre en me tassant sur mon tabouret. La phrase « si les regards pouvaient tuer » me traversa l'esprit. À cet instant, la cloche sonna et je sursautai. Édouard Cullen réagit comme un ressort. Me tournant le dos, il se leva avec souplesse. Il était bien plus grand que je ne l'avais estimé et quitta le labo avant que quiconque dût bouger. Je restai pétrifié sur place, le suivant des yeux sans le voir. Son attitude avait été odieuse, injuste. Je rassemblai lentement mes affaires tout en m'évertuant à maîtriser la colère qui montait en moi par crainte d'éclater en sanglots. Bizarrement, mes humeurs sont reliées à mon canal lacrymal. Je pleure lorsque je suis furieuse à travers des plus humiliants. « C'est toi, Isabella Swann ?» demanda soudain une voix masculine. Levant la tête, je découvris un garçon au charmant visage poupin et aux cheveux blonds soigneusement gominés en pointe ordonnée. Il me souriait chaleureusement, de toute évidence. Lui ne trouvait pas que je puais. « Bella !» rectifiai-je d'une voix aimable. « Je m'appelle Mike. »« Salut Mike. Tu as besoin d'aide pour trouver ton cours d'après ?»« Je crois que je me débrouillerai, j'échime. »« Moi aussi !» s'exclama-t-il visiblement ravi, alors que ce n'était sans doute pas une telle coïncidence dans un établissement aussi petit. Nous y allâmes de conserve. C'était un bavard. Il alimenta l'essentiel de la conversation, ce qui m'arrangea. Il avait vécu en Californie jusqu'à l'âge de 10 ans et il comprenait mes réticences envers le climat local. Il se révéla qu'il partageait également mon cours d'anglais. Ce fut la personne la plus agréable que je rencontrai ce jour-là. Enfin, jusqu'au moment où nous pénétrâmes dans le gymnase car il me lança. « Alors, tu as planté ton crayon dans la main d'Edward Cullen ou quoi ?» Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Je chancelai. Je n'étais donc pas la seule à l'avoir remarqué. Apparemment, la réaction d'Edward Cullen avait été anormale. Je décidai de jouer les gourdes. « Tu veux dire le garçon à côté duquel j'étais assise en biologie ?» répliquai-je ingénument. « Oui, j'ai cru qu'il avait une rage de dents. » Je ne sais pas, je ne lui ai pas adressé la parole. « Il est zarbi, » poursuivit Mike en s'attardant auprès de moi au lieu de gagner les vestiaires. « Moi, si j'avais eu la chance de partager une paillasse avec toi, je t'aurais parlé. » Le prof de gym, Clap, me dénicha une tenue mais m'autorisa à ne pas participer à ce premier cours. À Phoenix, l'éducation physique n'était obligatoire que durant 2 ans. Ici, on n'y coupait pas de toute ta scolarité. Forks était décidément mon enfer personnel sur Terre. J'assistais à 4 matchs de volley en simultané.
me souvenant du nombre de blessures que j'avais subies et infligées en pratiquant ce sport. La bile me monta aux lèvres. La sonnerie finit par retentir. Je retournai lentement à l'accueil pour y rendre ma fiche. La pluie avait cessé, remplacée par un vent violent et froid. J'enroulai mes bras autour de moi. Lorsque j'entrai, je faillis tourner les talons et m'enfuir. Édouard Cullen se trouvait devant le comptoir. Je le reconnus à sa tignasse cuivrée et désordonnée. Il n'eut pas l'air de remarquer mon arrivée. Je me pressai contre le mur du fond, attendant que la secrétaire fût libre. Il discutait avec animation d'une voix basse et séduisante. Je ne tardai pas à saisir l'objet de leur dispute. Il essayait de déplacer son cours de sciences nat. N'importe quel autre horaire ferait l'affaire. Je ne parvins pas à croire que c'était uniquement à cause de moi. Il devait y avoir eu autre chose, un événement antérieur à ma présence. Sa fureur relevait forcément d'une exaspération qui ne concernait pas. Il était impossible que cet inconnu éprouvât un dégoût aussi soudain et intense à mon égard. La porte se rouvrit et un courant d'air polaire envahit la pièce, agitant des papiers et ébouriffant mes cheveux. La nouvelle venue se contenta de glisser vers le bureau pour y déposer une note avant de ressortir. Mais Édouard Cullen se raidit. Il se tourna lentement et me toisa. Sa beauté frôlait l'absurde. De ses yeux perçants et emplis de haine, un instant, une bouffée de terreur pure hérissa le duvet de mes bras. Ce regard ne dura qu'une seconde. Il réussit néanmoins à me transir plus que la brise glaciale. L'Apollon s'adressa de nouveau à la secrétaire. Tant pis, décréta-t-il de sa voix de velours. C'est impossible et je comprends. Merci quand même. Là-dessus, il pivota sur ses talons et m'ignorant royalement, disparut. Je m'approchai du comptoir et tendis ma fiche signée. Je devinai que, pour une fois, je n'avais pas rougi, mais au contraire blêmi. Comment s'est passée cette première journée, petite? Me demanda la secrétaire d'un ton maternel. Très bien, dis-je, mal, car elle n'eut pas l'air très convaincue. Sur le parking, la camionnette était quasiment le dernier véhicule encore présent. Elle me fit l'effet d'un refuge du lieu qui, déjà, évoquait pour moi le plus un foyer dans ce trou perdu vert et humide. J'y restai assise un moment, contemplant le pare-brise avec des yeux vides. Je ne tardai pas néanmoins à avoir assez froid pour devoir brancher le chauffage et je mis le contact. Le moteur rugit. Je rentrai chez Charlie, luttant tout le chemin contre les larmes. Chapitre 2. À livre ouvert. Le jour suivant fut mieux et pire. Mieux parce qu'il ne pleuvait pas encore, bien que les nuages fussent denses et opaques. Plus décontracté parce que je savais à quoi m'attendre. Mike s'assit à côté de moi en anglais sous le regard peu amène d'Eric le joueur de chèques. C'était assez flatteur. Les gens ne me reluquèrent pas avec autant d'insistance que la veille. Je déjeunais avec tout un groupe, parmi lequel Mike, Eric, Jessica et plusieurs personnes dont les visages et les noms ne m'étaient plus aussi étrangers. J'eus le sentiment que je commençais à flotter au lieu de couler à pic. Pire, parce que j'étais fatiguée. Je n'arrivais toujours pas à dormir avec le vent qui mugissait autour de la maison. Pire, parce que M. Warner m'interrogea en maths alors que je n'avais même pas levé le doigt et que je me trompais. Nul, parce que je dus jouer au volet et que la seule fois où je n'évitais pas le ballon, je le lançais sur la tête d'un de mes équipiers. Pire, parce qu'Edouard Cullen était absent. Toute la matinée, je redoutais l'heure de la cantine et la perspective de son attitude déstabilisante. Une partie de moi souhaitait se confronter à lui et exiger des explications. Pendant ma nuit d'insomnie, j'avais même répété mon discours. Je me connaissais néanmoins suffisamment bien pour savoir que je n'aurais pas ce courage. À côté de moi, Cendrillon a des allures de Terminator. Ce cycle dure, la partie 2 de cette lecture chuchotée